Il est le président du Clubio FST. Donc, il nous parlera ce soir des collaborations internationales en recherche scientifique, des objectifs communs pour un avenir commun. Mais qui est monsieur Malki Zoglami? Malki Zoglami est un étudiant en biologie, motivé et un leader passionné dans le domaine de la durabilité. En tant que président du Clubio FST pour la biologie, Malki a montré ses compétences en gestion en fondant le club et en mobilisant l'équipe pour assurer la réussite des différentes manifestations organisées. Malki s'est également impliqué dans des projets de conservation écologique, témoignant ainsi de son engagement pour la préservation de l'environnement. Récemment nommé project manager d'une équipe de sport automobile en Tunisie, Malki essaie toujours de mettre en valeur il essaie de mettre en valeur et accroître ses compétences en gestion de projet. Son engagement envers la durabilité, combiné à ses compétences en gestion et son implication dans des projets de conservation passés, témoigne de son dévouement pour la promotion d'un avenir plus durable. Malki est un jeune leader inspirant qui montre l'exemple à suivre pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, accueillons monsieur Malki Zoglami pour sa présentation de ce soir. Malki, vous avez la parole. Alors Lucien, d'abord, merci beaucoup pour cette très belle introduction. Je remercie l'ICPD pour leur invitation, ainsi que tous les organisateurs, ainsi que les chers collègues qui présentent aujourd'hui avec nous. Alors, je passe à la présentation, au partage de mon écran. Alors, je m'assure que vous voyez tous mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui. Excellent. Alors, le titre de ma présentation, c'est les collaborations internationales en recherche scientifique, des objectifs communs pour un avenir commun. Alors, en premier, nous allons parler de la science, qui est une langue universelle, et mon étude de cas se reposera sur la variole et le Covid-19. Voilà. Alors, figurativement parlant, quelle est la langue la plus universelle? Je ne dirais pas que c'est l'anglais, l'arabe, l'espagnol ou même pas le chinois. Alors, la langue la plus universelle et qui a d'ailleurs le plus d'impact dans le monde, mesdames et messieurs, eh bien, c'est la science, les mathématiques, la physique, les sciences du vivant. Et c'est cet ensemble de protocoles, d'expériences, de théories et surtout, le plus important, de résultats. Alors, le titre de cette diapositive, c'est 300 ans de variole et le taux de mortalité qui s'élève au million dans le monde. En effet, au cours du XVIIe siècle en Europe, la variole tue chaque année plus de 400 000 personnes et c'est né qu'en 1796 qu'un certain Edward Jenner, qui est un médecin anglais, fut le premier à développer le vaccin contre la variole qui cessa justement d'éradiquer des millions de vies dans le monde. Et dans ce petit graphique, qui d'ailleurs est pris d'échantillons de mortalité à Lund, en 1901, on voit qu'à Lund, c'est effectivement la vaccination qui commence. Et ce n'est qu'en 1880 qu'on a eu la version on va dire, plus développée du vaccin. Donc, si on prend à échelle comparative, il nous a fallu 80 années pour pouvoir développer une version plus adaptée. Et justement, on peut voir sur ce graphique même qu'à partir de cette année-là, 1870, que le taux de mortalité chute considérablement. Alors, je choisis cet exemple car si on mettait de côté les guerres et les grandes famines, les épidémies constituent les points noirs les plus marquants de notre histoire. Et je pense que notre dernière crise du Covid-19 nous a servi de rappel quant à l'importance des sciences et des scientifiques dans notre vie. En effet, on trouve ici un autre graphique qui mentionne donc le taux de mortalité
de cette crise du Covid-19. Et là, sur l'axe des X, on a le début de l'épidémie en décembre 29 2019 jusqu'au 15 mai 2022. Donc, si on compare avec les 80 années qu'on a pris pour développer un meilleur vaccin, à comparer avec le Covid, en 3 ans seulement, nous avons pu développer différents vaccins, non pas un seul, mais en plus de ça, on a pu développer rapidement un autre vaccin contre les différents variants de ce virus. Alors, c'est ici, on peut dire, excusez-moi, je reviens vers le graphique. Donc, voilà, en mettant en comparaison ces 80 ans avec ces 3 ans, après toutes ces années de développement scientifique, on peut dire que la science, elle nous a d'innombrables fois sortis de nos plus sortes de sombres mésaventures. Et je suis persuadé qu'elle sera encore une fois, et dans l'avenir, notre arc de Noé, et elle nous sauvera paradoxalement de tout ce qu'on a causé en utilisant de mauvaise foi. Et justement, c'est là qu'interviennent des moyens comme par exemple des comités d'éthique que nous avons créés justement pour, voilà, pour contrôler et surveiller ce que l'on peut faire avec ce qu'on découvre. Donc, on parle là d'équilibre de consommation de ressources pour la recherche, ainsi que l'optimisation des protocoles de recherche. Et c'est un axe très intéressant aujourd'hui dans les écoles doctorales à développer parce qu'on parle aujourd'hui de l'optimisation des protocoles de recherche. Et ça veut dire quoi? En expérience scientifique appliquée surtout, donc en physique ou en sciences du vivant par exemple, on utilise énormément de ressources et c'est des ressources qui nécessitent des moyens financiers, ainsi que ça peut être des ressources biologiques ou non biologiques. Donc, il y a tout un axe de recherche qui travaille sur l'optimisation de ces processus, de ces protocoles pour justement aboutir à de meilleurs résultats en un moins de temps et en plus de ça, en consommant de moins en moins de ressources biologiques. On trouve par exemple aujourd'hui les laboratoires qui travaillent sur le développement de tissus artificiels pour pouvoir minimiser le mot tendance aujourd'hui qui est l'animal cruelty. On dit aujourd'hui sur certains produits cruelty free. Eh bien, cruelty free, ça commence du processus expérimental. Il faut utiliser le moins de sujets d'animaux possible. Voilà. Alors, deuxièmement, je passe au rôle de la recherche scientifique dans la mondialisation grâce aux partenariats mondiaux dans les projets de recherche. En effet, la recherche scientifique, elle est devenue de plus en plus mondialisée au cours des dernières décennies avec des chercheurs de différents pays qui collaborent sur des projets et qui partagent des données et des ressources. Notamment, je pars sur 3 exemples très pertinents dans le monde, en commençant par HapMap, qui est un projet international de cartographie génétique et qui a impliqué des chercheurs de plus de 200 institutions dans 6 pays différents, avec quand même pour identifier des variations génétiques qui peuvent influencer les prédispositions d'une personne à certaines maladies, et ce qui a justement contribué à l'amélioration et à la compréhension de la génétique humaine. On trouve aussi le ICGC, qui est l'International Cancer Genome Consortium, qui a inclus 20 pays dans ce projet de recherche. Et enfin, bien évidemment, l'ISS, l'International Space Station, qui a inclus 5 agences spatiales de différents pays, notamment l'américaine, la chinoise et la russe. C'est un projet dont l'école ont contribué 15 pays différents avec 3600 chercheurs qui sont partis et revenus de 105 nationalités différentes. Et là, sur l'ASS, c'est tout type de différentes expériences scientifiques. Je pense qu'ils ont dernièrement annoncé le chiffre de 2500 expériences achevées dans cet environnement unique en son genre, qui est un environnement de microgravité. Voilà. Alors, je passe à l'importance du financement des programmes de recherche et le rôle du financement dans le soutien à la recherche scientifique, tantôt au niveau individuel qu'institutionnel. Et là, nous allons parler de l'importance du financement public pour la recherche scientifique, ainsi que du financement du secteur privé par les entreprises et les fondations, organisations non gouvernementales. Et j'ai commencé par compiler ces données dans ce tableau-là, qui représente un tableau comparatif des investissements en milliards de dollars en research et development selon les régions. Et on passe directement à les graphiques que j'ai effectués à partir de ce tableau pour faciliter un peu l'assimilation de cette information. Et notamment, c'est des statistiques qui vont inclure comme sujet les États-Unis, la région MENA, la sous-région Grand Maghreb ainsi que l'Europe.
Alors, dans ces graphiques que j'ai conçus, on trouve vraiment que les États-Unis, en 2018, ont un chiffre assez intéressant en termes d'investissement en research et development qui dépasse la borne des 600 milliards de dollars. Mais ce qui est aussi intéressant dans l'histogramme d'en haut, c'est que seulement 30% de cette somme est un financement issu du gouvernement fédéral, c'est-à-dire que plus de 65%, jusqu'à 70% justement, de cette somme est financée par des institutions privées. On compare aussi à un peu moins de 400 milliards de dollars pour l'Union européenne. Et après, on passe à la région MENA et la sous-région du Grand Maghreb. Et on voit ici qu'on est sur un taux assez alarmant quant à l'investissement en recherche scientifique, notamment en research et développement. Et on passe au deuxième graphique en bas, qui est justement le PIB, le pourcentage de PIB investi selon les régions. Toujours les États-Unis avec plutôt proche des 3% investis, c'est une somme assez considérable. Pour l'Union européenne, qui dépasse aussi le front des 2%, et c'est assez acceptable, même c'est un bon chiffre. Mais là, pour MENA, les chiffres sont de 2019, et pour le Grand Maghreb, on est toujours sur des statistiques assez, encore une fois, alarmantes quant à l'investissement en research et development. Je tiens à affirmer aussi que certains pays commencent à investir plus d'argent, notamment l'Égypte et le Maroc, qui essayent d'accroître ce pourcentage d'investissement de leur PIB. Et vous avez la source de ces données-là en dessous. Je passe à la question que je pose. Alors, les ODD dans toute cette histoire-là, est-ce que c'est des objectifs ou des outils? Alors, moi, je dirais que c'est les deux, et j'ai rajouté cette expression qu'on dit aux États-Unis, chez nous aussi, « two birds with one stone ». Eh bien, la recherche scientifique, elle peut contribuer à atteindre les ODD tels que le développement de nouvelles technologies, par exemple, mais à la fois, c'est aussi les ODD qui peuvent aider à planifier, par exemple, des interventions politiques efficaces. Et pour atteindre les ODD, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique, des partenariats mondiaux peuvent aider à résoudre des problèmes complexes et accélérer le progrès vers un avenir plus durable. Et je prends comme exemple le programme Horizon 2020, récemment, comme on l'a appelé dernièrement Horizon Europe. Eh bien, c'est l'Union européenne qui a lancé un certain nombre de programmes de recherche et d'innovation pour stimuler justement la coopération en recherche scientifique. Notamment, justement, c'est le programme Horizon Europe qui traite les problématiques de changement climatique, santé, sécurité et numérisation pour la période 2021 jusqu'à 2027, avec un budget total colossal même de 95 milliards d'euros pour la période de 2020-2027. Donc, 6 années avec 95 milliards d'euros, c'est quand même assez considérable. Alors, les ODD, moi je dirais qu'ils peuvent être considérés à la fois comme des objectifs à atteindre et comme aussi des outils pour guider le développement mondial, comme dans notre cas, par exemple, si on prend en compte les objectifs 4 et 8, les ODD 4 et 8, Quality Education et Decent Work and Economic Growth, c'est justement là qu'on trouve l'axe de la recherche scientifique, et on trouve que c'est à partir de ces deux ODD-là que peuvent sorte de rayonner les solutions pour les autres ODD. Donc, je dirais aussi qu'elles peuvent servir de cadre pour orienter les politiques et les programmes de développement à l'échelle mondiale, ainsi que sont interconnectées, et je tiens beaucoup à ce mot-là, car la réalisation de certains ODD peut contribuer, comme on a dit, à la réalisation d'autres ODD. Alors, moi, je vois que cette sorte de bras de fer diplomatique entre certains pays cause une énorme perte de ressources financières. Et si on met en proportion avec ce que ces pays, idéalement, auraient pu faire en coopération, on se rend compte des opportunités qu'on rate à cause de cette sorte de vision unidirectionnelle de certains dirigeants ainsi que leurs conseillers. Alors, pour conclure, moi, je pense que le meilleur pour nous serait d'essayer toujours d'éloigner, voire même isoler le cadre et l'environnement scientifique de ces sortes de querelles diplomatiques. Et c'est surtout valable pour les pays avec les plus faibles PIB et les infrastructures économiques les plus sensibles et fragiles. Et c'est comme ça
qu'on offre plus de chances aux différents établissements et structures de recherche locales à bénéficier davantage de fonds au lieu de perdre toutes ces ressources humaines qui migrent vers d'autres pays et qui n'en ont pas forcément besoin, ces pays-là. Et on se trouve à perdre finalement davantage de ressources financières. Si on prend en comparaison voilà, le pourcentage d'étudiants, des doctorants aux États-Unis et au Canada, on est à 154 000 doctorants issus de pays, d'autres pays, enfin, aux États-Unis. Pour le Canada aussi, on trouve 24% des étudiants, des doctorants au Canada issus d'autres pays notamment. Donc voilà, ça représente plus de 10 000 étudiants en PhD. Je trouve un peu de difficulté de partir de l'anglais au français. Et voilà, à noter que ces personnes retournent rarement à leur pays natal. On se trouve à financer les études. Je vais pencher la machine. On se trouve à financer les études d'une personne pendant une vingtaine d'années dans le secteur public pour à la fin vouloir avoir quitté le pays faute de manque de moyens ou d'équipements de recherche. Franchement, moi, j'ai connu, voire même je connais des programmes de recherche à l'arrêt à cause de manque de sommes d'argent modiques. Je parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Et en mettant tout cela en perspective, je trouve que c'est justement absurde. Voilà pour ma présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Lucien, le micro. Monsieur Malki, j'ai été sidéré par votre présentation. Même si au début, vous avez posé une problématique sur laquelle, quelle est la langue la plus universelle à laquelle vous avez en même temps donné la solution, puisque votre présentation s'est beaucoup plus basée sur les progrès scientifiques et autres. Donc, ce qui m'a beaucoup plus dans votre présentation, ce qui m'a touché, 80 années pour les vaccins contre les varioles et 3 ans seulement pour les vaccins contre la COVID-19. Est-ce que quelque chose ne cloche pas là? Qu'est-ce qui a rapidement motivé les autorités à travailler avec cette rapidité qu'on peut noter? Et alors qu'on a fait 80, on a passé 80 avant de faire ça. Oui. Alors, la rapidité du traitement de la crise ne survient pas seulement du développement, du haut développement technologique qu'on a vécu dans le domaine des sciences et de la recherche, mais c'est aussi du développement des moyens logistiques, justement, que aujourd'hui les nations ont pu appliquer pour réellement rapidement communiquer différentes sortes et d'appliquer justement différentes sortes de protocoles. Parce que si on revient au XVIIe siècle, une personne en Europe presque n'a aucun moyen d'annoncer un confinement, par exemple, pour une maladie qui se propage dans le monde entier. Donc, ce n'est pas seulement les moyens de recherche scientifique, mais aussi logistique et le plus important encore, c'est la communication. Je laisse Agnès pour sa préoccupation. Malki, c'était époustouflant. Comme vous avez mentionné, la science est la langue sous-sagette, pardon, the underlying language de l'humanité, illustrée par la situation commune à laquelle nous avons été confrontés en raison de Covid. Selon vous, comment la bioéthique pourrait-elle être davantage appliquée pour avoir une société plus stable? Alors aujourd'hui, on voit, si on parle de bioéthique, c'est surtout appliqué aux procédés scientifiques qui seront par la suite appliqués sur des produits destinés, on va dire, à la production.
Donc, d'appliquer aujourd'hui la bioéthique dans nos différents domaines serait un moyen de contrôler et de surveiller, comme je l'ai déjà dit, la production et le moyen de comment justement on produit, avec quelle procédure, avec quel protocole. Et le but, à la fin, c'est de minimiser les pertes, c'est de minimiser la consommation de ressources inutiles, c'est de pousser les producteurs à optimiser leur processus de production aussi, hein, déjà pour gagner plus d'argent, mais aussi pour gagner plus d'argent en utilisant moins de ressources. Si on prend par exemple la bioéthique dans mon domaine, qui est la biologie moléculaire et cellulaire, entre autres, moi je suis beaucoup de, par exemple, neurophysiologie cellulaire. Et la biologie cellulaire, elle se base beaucoup sur la culture et la production de cellules souches. Et c'est un domaine de recherche très intéressant parce qu'aujourd'hui, on trouve de grandes sociétés comme par exemple L'Oréal et des sociétés de cosmétiques qui ont, dans les années qui précèdent, été dans la ligne de mire de certaines associations activistes concernant surtout, si vous vous rappelez un peu de la campagne Save Ralph, qui était la campagne sur ce lapin sur lequel on effectuait des expériences en utilisant différents produits chimiques destinés ensuite pour être des produits cosmétiques. Aujourd'hui, ces sociétés-là, elles-mêmes développent des technologies, des nouvelles technologies, des nanotechnologies même. Et ils essaient de créer des tissus biologiques créés en laboratoire pour éviter justement d'avancer davantage dans les expériences sur de véritables animaux et plus sur des expériences in vivo sur plutôt des tissus qui ont été créés en laboratoire.